Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle soirée, votre émission qui traite l'actualité, le divertissement et la culture autrement. Bonsoir Nathel. Bonsoir Noah, comment allez-vous? Eh bien je vais très bien et vous? Très bien. Bienvenue sur Natactu, mais avant tout, Voici les titres de votre émission. alors nous allons d'abord explorer à travers un zoom les villes d'Orléans et de Blois. Nous allons également faire un détour à travers un vignoble sur notre territoire. Nous allons également aller à la rencontre de jeunes écrivaines pleines d'avenir et en même temps faire un détour à Barcelone. Très belle ville. Sans oublier de faire la partie 2 de notre reportage sur France 3, mais cette fois-ci à France Bleu Orléans. Par contre, Noah, il est 20h et avant tout, c'est votre journal. Dans l'actualité du moment, dès 2025, le gouvernement souhaite mettre en place de nouveaux radars qui permettront de détecter le téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité ou encore le non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules. Le Tour de France 2025 partira de Lille le 5 juillet prochain avec un parcours initial prévu autour des Hauts-de-France, dont une étape à Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Ce tracé mettra en avant notamment des villages et des paysages variés et des défis pour les grimpeurs et sprinteurs avec son arrivée le 27 juillet prochain à Paris. Les Energy Music Awards 2024 se tiendront ce 1er novembre au Palais des Festivals de Cannes, présenté par Nico Sayagas et diffusé sur TF1. Alors pour la première fois, des membres de la Star Academy vont y participer et d'ailleurs ça s'y déroule dans un peu moins d'une heure. Et puis l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain opposera donc Kamala Harris du Parti démocrate et donc elle est l'actuelle vice-présidente et puis Donald Trump du Parti républicain et qui est aussi l'ancien président. Cette élection pourrait marquer un tournant dans les États-Unis, la première femme qui sera présidente ou alors la réélection de Donald Trump. Il y a également les thèmes principaux qui sont très importants dans cette élection, comme l'économie, les droits sociaux ou encore la politique étrangère. Nous avons également une pensée pour toutes les familles de victimes des inondations qui ont eu lieu en Espagne, principalement dans le sud. Merci Noah pour ce point d'actu, mais avant tout, est-ce que vous connaissez la Loire? Eh bien, on a suivi un peu le fil de l'eau et on est atterri dans une ville qui est dite Joannique, c'est donc la ville de Jeanne d'Arc. Et c'est donc Orléans, un reportage de Natactu et Noah. Bienvenue à Orléans, une ville qui comporte plus de 300 000 habitants. Maintenant, place aux incontournables de cette métropole. Mais avant tout, sur cette place du Marc III, tout au long de l'année, ont lieu de multiples événements, comme par exemple en hiver le célèbre marché de Noël d'Orléans, ou par exemple aujourd'hui, ou comme tout au long de l'année, de multiples animations pour les enfants. Le monument le plus célèbre d'Orléans, c'est bien sûr la cathédrale Sainte-Croix qui domine face à une grande avenue sur laquelle a lieu tout au long de l'année différents événements, comme par exemple quand il y a le Tour de France ou la CCC, mais surtout chaque année, le 8 mai, a lieu la grande fête de Jeanne d'Arc. Le 8 mai 1829, c'est ici achevé la fin des travaux de la cathédrale Sainte-Croix. Aujourd'hui, cette cathédrale culmine à 144 mètres de hauteur. Et d'ailleurs, au pied de la cathédrale se tient également le conseil régional. La maison de Jeanne d'Arc est une représentation de la maison où Jeanne séjourna en 1429. Depuis 1965, ce lieu est un musée consacré aujourd'hui à la vie de Jeanne d'Arc et à la guerre de 100 ans. Mais savez-vous qui est réellement Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc est une femme qui a libéré la ville d'Orléans. Elle a ensuite été accusée de sorcellerie, puis elle a été brûlée. Bien compris, les monuments d'Orléans ont écrit l'identité de cette ville, mais maintenant on va parler du système économique, puisque oui, avec les quelques milliers de commerces qui entourent cette ville, même en plein cœur, il y a notamment le centre commercial de la Place d'Arc, qui a notamment la SNCF sur sa gare en plein centre. La métropole orléanaise dispose d'un tramway. Il faut savoir que de 1877 à 1938, sur la veille de la Seconde Guerre mondiale, la métropole orléanaise disposait d'un fameux tramway. Il a ensuite été supprimé puis réinstallé dans les années 2000. Orléans, c'est aussi une très grande organisation pour les stationnements, avec notamment beaucoup de parkings souterrains. La Loire façonne le paysage d'Orléans. Ici même a lieu tous les 2 ans le Festival de Loire. Mais Noah, en juin dernier, j'avais fait un reportage sur les coulisses de François Central de Loire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était les coulisses pendant les élections législatives. Maintenant, voici la partie 2. J'ai fait la télé
peut-être que la radio, c'était encore plus intéressant. Bref, Orléans, c'est riche en monuments, mais en juin dernier, on vous a fait découvrir les coulisses de France 3, qui se situe d'ailleurs à La Source. Mais est-ce que vous connaissez la radio locale d'ici même? Eh bien, c'est France Bleu Orléans. D'ailleurs, je vous emmène dans les coulisses. En juin dernier, je vous ai présenté France 3 Centre-Val de Loire pendant les élections législatives. Mais maintenant, il est temps de vous présenter la branche radio. Parce que oui, France Bleu et France 3 Centre-Val de Loire ont pour point commun de s'appeler ici. Et pour vous présenter le plus simplement France Bleu, voici une journée typique. Tout commence à 3h du matin avec l'arrivée de l'animateur et de la journaliste de la matinale qui commence à 6h du matin en radio et 6h30 à la télé. Parce que oui, depuis seulement quelques mois, France 3 Centre-Val de Loire rediffuse la matinale de France Bleu avec notamment les quelques caméras qui se situent sur le studio. D'ailleurs, en parlant du studio, à France Bleu, il y en a deux. Il y en a un premier qui se charge de faire le direct, avec notamment toutes les émissions qui doivent passer en live, et puis un second qui se situe juste à côté, qui se charge de faire notamment les enregistrements des émissions. Et d'ailleurs, en revenant sur la matinale, il y a plusieurs horaires à retenir, avec notamment les points d'information qui ont lieu toutes les demi-heures pour la région et toutes les heures pour la nationale. Trentaine d'autres posées aux habitants du nord du Loiret. Et puis en même temps, il y a à 8h15 l'interview politique présentée directement par le rédacteur en chef. Et puis à 9h, l'équipe change et passe à une autre émission avec notamment Pascal qui présente entre 9h et 12h plusieurs activités avec notamment à 10h le point sur la cuisine et à 11h le grand jeu, tout en étant coupé toutes les heures par un point d'information sur l'actualité de notre région. Mais attention, entre 6h et 12h, c'est France Bleu Orléans et à 12h05, juste après le JT de notre région, il y a un raccrochage sur France Bleu Paris et entre 17h et 19h, on reprend le direct. Et d'ailleurs, comme tous les médias, a lieu à 9h15 la conférence de rédaction entre tous les journalistes et les rédacteurs en chef afin de poser tous les sujets à aborder à la radio. Les journalistes doivent donc partir au plus proche des faits de notre société avec le matériel de la radio, comme par exemple aller participer à une conférence de presse au commissariat auquel nous avons pu participer, ou même vivre des événements culturels ou même sportifs. Nous avons pu suivre notamment une journaliste qui est allée à la rencontre de jeunes enfants qui ont réalisé une activité sur la Seconde Guerre mondiale. France Bleu Orléans reprend des codes assez communs par rapport à France 3 Centre-Val de Loire, à savoir que... En 2025, France Bleu Orléans devient... Ici Orléans. Passons maintenant à notre chroniqueur Étienne qui va répondre à vos questions. Bonjour Étienne. Bonjour Noah, bonjour à tous. Alors, nos auditeurs se demandent si Apple va enfin sortir des lunettes connectées. Eh bien oui, c'est très probable et même plus tôt que prévu. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait lancer des lunettes connectées sans réalité augmentée, à la manière des Meta Ray-Ban, permettant de prendre des photos, de filmer, de parler à une IA ou encore de passer des appels. En se concentrant sur ces fonctions simples, comme nous pouvons le voir à l'écran, elles pourraient être moins chères et sortir plus vite. Bien qu'Apple reste discret, une sortie avant 2027 semble envisageable, restons attentifs. N'oublions pas que cette semaine, Apple a sorti de nouveaux Mac bientôt disponibles. Notre prochain sujet vient d'une question souvent posée. Faut-il vraiment débrancher tous ces appareils en cas d'orage? Eh bien, c'est une excellente question. Lorsque l'orage arrive, on entend souvent qu'il faut débrancher ces appareils. Eh bien, pourquoi? Lorsque la foudre frappe, elle provoque une énorme décharge électrique. Si celle-ci a lieu près de chez vous, une surtension peut se propager dans votre circuit électrique et griller vos appareils comme votre ordinateur, votre box internet ou votre télé. Dans certains cas, elle peut même provoquer un incendie. Pour se protéger, il existe 3 solutions. Débrancher ces appareils, installer un parafoudre dans le tableau électrique de votre domicile ou bien installer une multiprise parafoudre qui est aussi une bonne alternative. Bref, il vaut mieux se préparer en cas d'orage. Merci beaucoup pour ces réponses. Mais on retourne sur le fil de l'eau. Maintenant, nous allons passer à Blois. Un reportage de Nathaël et moi-même. Bienvenue à Blois, une ville riche en histoire où chaque coin de rue nous raconte un plan d'histoire de France. Située sur les rives de la Loire, elle regorge de monuments emblématiques et de lieux charmants qui témoignent de son passé prestigieux. Maintenant, bienvenue à la Hallogrin qui est aujourd'hui reconvertie en la scène nationale de Blois. C'était encore au 19e siècle un ancien marché couvert et aujourd'hui il est digne de la reconversion des espaces industriels en des espaces culturels et vivants. D'ailleurs, chaque année, en octobre, a lieu les rendez-vous de l'histoire qui réunissent près de 400 conférences et plus de 50 000 touristes. Le festival se répète autrement en novembre avec la BD Boom qui se déroule actuellement là où je suis.
Situé à 2 pas de la cathédrale qui se situe juste derrière moi, c'est bien sûr le jardin de l'évêché qui est avant tout une terrasse aménagée depuis le XVIIIe siècle et qui offre une vue imprenable sur Blois. Mais avant tout, il faut savoir que le nord de Blois est plutôt intéressant au niveau politique et culturel, mais le sud, le centre-ville de Blois, est encore meilleur. Avec ses 120 marches, il est souvent décoré d'œuvres d'art éphémères, attirant le regard de tous les passants et de nombreux touristes. Par exemple, en ce moment, il est décoré pour fêter les 30 ans du château d'eau. Cet escalier monumental rend hommage à l'inventeur Denis Papin. De plus, il faut savoir que cet escalier relie la ville haute et la ville basse. À savoir que Blois vit avant tout grâce à ses nombreux commerces. D'ailleurs, au pied du château de Blois se situe ce tout nouveau jardin, enfin récemment restauré, par lequel vous pouvez apercevoir cette fontaine à circuit fermé. Un lieu parfait pour se reposer au pied de notre centre-ville. Et d'ailleurs, en plein centre de Blois se situe le célèbre Château Royal qui, en plus de ça, a 4 phases différentes, donc 4 périodes de construction différentes qui s'étalent de la période médiévale à la période classique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il abrite un musée d'art et d'histoire et aussi d'autres événements comme par exemple le Son Lumière qui a lieu tous les soirs à 22 h pendant l'été et pendant les vacances scolaires et aussi bien d'autres événements. Face au célèbre château, la Maison de la Magie de Robert Houdin est un musée juste unique en Europe. La place Louis XII est entourée de multiples restaurants. Il faut savoir qu'elle est connue pour sa fabuleuse fontaine. C'est un lieu parfait en famille pour se détendre. Il y a de multiples restaurants qui sont présents aux alentours. Sur cette place ont lieu de multiples événements auxquels vous pouvez participer à Noël. Nous voici maintenant devant le pont Jacques-Gabriel qui a été construit au XVIIIe siècle. C'est le meilleur point de vue pour voir Blois et la Loire en même temps. Blois, une ville d'art et culture, ne cesse de se développer par son dynamisme. Que vous soyez amateur de culture, amateur de nature ou encore même passionné d'histoire, Blois saura vous charmer. Mais maintenant, on prend la route pour la Minute Culture présentée par Noah. Aujourd'hui, la Minute Culture nous emmène à Avignon, plus particulièrement au Palais des Papes. Palais des Papes est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville et un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Construit au XIVe siècle, il a été la résidence des papes pendant près de 70 ans, à une époque où le siège de la papauté avait été transféré d'Italie à la France. Ce palais fortifié impressionne par sa taille et son architecture, symbolisant à la fois la puissance spirituelle et temporelle de la papauté. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il accueille aujourd'hui des visiteurs du monde entier et abrite de nombreux événements culturels comme le Festival d'Avignon. Pour terminer cette Minute Culture, je vous conseille également dans la même région de vous rendre dans les magnifiques cités des œuvres comme celle de Roussillon. On se retrouve juste après la pub pour vous parler de jeunes écrivaines. Une chronique cinéma ou encore un détour dans la ville de Barcelone. À tout de suite. C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah... L'alcool, c'est pas cool? Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool? Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Avant tout, il y a quelque chose de prioritaire dans la vie. Quand il fait chaud, buvez de l'eau. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Je t'ai préparé quelque chose. Ça a l'air bon. Et c'est sans conservateur. Et ça a un bon goût. C'est préparé aux petits oignons. C'est quoi? C'est des perles. Des perles de... Tipiak. Tendre perle, Tipiak. Pirate. Voilà, donc c'était une pub assez originale, on va le dire. Elle était très bien. Voilà. Et puis, est-ce que vous connaissez le zoo de Beauval? Je me suis rendu sur place. Le zoo de Beauval est le 4e plus beau zoo du monde. Ouvert en 1980 par Françoise Delors, il accueille aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs par an.
Réparti sur 45 hectares, le zoo de Beauval ne cesse de se développer, comme par exemple avec de nombreuses prouesses, telles que la grande volière sud-américaine. Le zoo de Beauval possède plus de 35 000 animaux répartis sur plus de 800 espèces. N'oublions pas que le zoo se distingue par des espèces rares telles que ces pandas géants. Le téléphérique du zoo de Beauval est une attraction installée en 2019, long de 800 mètres. Il traverse le parc à 20 mètres de hauteur. Ce zoo offre une expérience unique, avec une diversité animalière juste incroyable. Je vous invite à vous rendre dans ce lieu, que ce soit avec vos familles ou encore avec vos amis. Noah, vous êtes allé à la rencontre de jeunes écrivaines. Alors voici un portrait, ou plutôt face cachée. Chaque personne a un don, de la motivation et un projet. Je suis parti à la rencontre de deux jeunes écrivaines. Avant tout, je me suis dans le lycée François Villon à Beaugency. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, moi c'est Léane Marchand, j'ai 17 ans, je suis dans le domaine de l'écriture depuis que j'ai 13 ans et j'ai sorti ce roman-là il y a un peu plus d'1 an et je suis dans l'écriture d'un second. Moi c'est Tessa Villalpando, j'ai 17 ans et puis j'ai écrit un livre que je vais essayer d'éditer, que j'essaye d'éditer. Bien, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre? De base, c'était pas vraiment le but d'écrire un livre et puis finalement en fait ça compose plutôt bien. C'est le destin quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi je dirais que c'est parce que depuis toute petite j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et que du coup voilà, je pense qu'il fallait que ça se fasse à un moment donné. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'un livre? De foncer en fait, parce que c'est super libérateur d'écrire et puis ça fait du bien quoi. Ouais, je pense qu'on fait ça un peu avant tout pour ça et après je dirais aussi de pas trop en parler à son entourage et d'avancer un peu tête baissée, puis une fois que c'est bien concret, là on peut en parler. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous avez produit, de quoi ça parle, en une brève présentation? Alors moi le premier roman c'était un peu l'essai de ce que j'avais envie de faire plus tard et c'est une dystopie avec une petite touche de romance et beaucoup de suspense. Et pour le second je dirais que c'est plus une romance psychologique avec des sujets un peu plus personnels. Voilà. Moi c'est un recueil de poésie, ça parle juste en fait d'une vie et puis en poésie en fait. En un mot, décrivez l'ambiance de votre livre. En un mot, c'est dur hein. Émotion. Moi je dirais suspense pour le premier et le deuxième amour hein. Ouais, découverte de l'amour. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette expérience? Moi je dirais que c'est le fait aussi de lire beaucoup. Enfin, j'ai commencé à lire très jeune donc voilà ça donne envie en fait. Voilà, ça donne envie de faire comme les autres. Enfin comme celles qui ont déjà écrit des livres quoi. Ouais. Je remercie également le lycée François Villon d'avoir accepté ce tournage au sein même de cet établissement. J'espère que cette présentation, cette petite interview, vous aura donné envie d'en savoir plus sur leur livre. Toujours dans le Loir-et-Cher, on va faire un détour dans un vignoble juste unique sur ce territoire. Un reportage de Nathaël et Étienne. Bienvenue à Cheverny, un village situé en région Centre-Val de Loire. Célèbre pour son AOC et son histoire, nous allons découvrir aujourd'hui le célèbre domaine du Portail, célèbre pour son histoire et sa passion viticole. Situé à seulement 600 mètres du célèbre château de Cheverny, le domaine du Portail est avant tout un monastère acquis par la famille Cadou en 1979 et nous avons le grand plaisir de vous montrer les coulisses de ce lieu unique. Ici, les vignes s'étendent à perte de vue. Enracinées dans le terroir riche et varié, les cépages que l'on trouve sur le domaine sont le reflet de la diversité de l'AOC Cheverny. Alors pour en savoir plus,
on vous invite vous-même à vous rendre ici même au domaine du Portail et d'aller à la rencontre de Delphine pour comprendre qu'est-ce qu'est vraiment le vin. Bonjour Delphine, alors vous êtes la propriétaire, la responsable de ces lieux. Alors le domaine du Portail, c'est quand même un ancien monastère. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus son histoire et les rapports avec votre famille? Alors, oui, effectivement, bonjour Nathaël. Je suis ravie de vous accueillir déjà au sein du domaine. Effectivement, le domaine Le Portail est un ancien monastère où les moines faisaient leur vin il y a très très longtemps. Et mes beaux-parents ont racheté le domaine en 1979. Il faut savoir que ma belle-mère, elle est issue de famille de vignerons depuis 6 générations sur un autre domaine à Courcheverny. C'est son frère qui a repris la suite familiale et eux ont décidé de voler de leurs propres ailes. Donc, ont décidé de se lancer dans l'aventure et la passion de la vigne. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quand même en quoi pour vous le domaine du Portail est unique dans cette région? Le Portail est unique grâce à Damien. Damien, c'est la personne qui est à la tête de ce domaine, qui vinifie ses vins, qui plante ses vignes, qui prend soin de ses raisins, et c'est lui qui rend si unique le domaine Le Portail. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote quand même sur ces lieux? Alors effectivement, oui, entre le monastère et mes beaux-parents, il y a eu différents propriétaires, dont un directeur d'hôpital qui faisait le vin pour les malades à l'hôpital de Blois. À l'époque, on dégustait un petit peu de vin à l'hôpital. N'y allez pas aujourd'hui, on ne déguste bien évidemment plus de vin, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter les produits? Oui, bien sûr. Alors nous, ici, on a 3 appellations. On a vraiment 2 appellations un peu plus importantes pour nous. On a l'appellation Cheverny, qui existe dans les 3 couleurs, en blanc, rose et rouge. Et on a l'appellation Courcheverny. Et ça, c'est vraiment un cépage unique. On est très fiers de l'avoir au domaine, qui n'a que 70 hectares dans le monde et qui a été apporté par François Ier lorsqu'il a construit son château de Chambord. Donc on est vraiment dans la typicité, dans la rareté, qui est très apprécié par nos clients. Et il faut savoir que ce vin-là est vendu dans le monde entier. Et est-ce que vous avez quand même une autre anecdote à nous raconter depuis que vous êtes arrivé ici pour travailler? Franchement, des rigolades et des fous rires avec l'ensemble des clients du monde entier. Il y en a eu tellement que, comme ça, je ne m'en souviendrai pas. Mais en tout cas, des bons moments et des franches rigolades. Merci Delphine pour le temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Le domaine du Portail produit une large gamme de vins. Comme vous venez de le voir, ce processus de vinification est mené dans le respect des règles et des traditions pour sublimer chaque cuvée. Alors le domaine est également certifié haute valeur environnementale niveau 3 et en même temps, il n'y a pas loin de 80 panneaux photovoltaïques qui sont installés juste au-dessus d'ici. Le domaine du Portail travaille main dans la main avec les artisans et les restaurateurs locaux, notamment pour leurs produits, et en même temps, ils sont partenaires avec de nombreux événements comme les Échos du Gactoire ou encore le Marathon de Cheverny. En plus, tous les ans a lieu ici même la fête des vendanges le premier week-end de septembre dans un seul but, promouvoir là aussi de Cheverny et de Courcheverny avec tous ces vignerons, et en même temps, vous pouvez vous référer à la Maison des Vins pour connaître plus d'informations sur tout cela. Bonjour Étienne, vous avez concocté donc un point d'actualité sur les cinémas réalisés par CMS Productions. Eh bien oui, en novembre, les salles nous réservent des nouveautés et des suites très attendues. À commencer par Gladiator 2, un film d'action, drame et aventure signé Ridley Scott d'une durée de 2h30. Côté comédie, on aurait dû aller en Grèce, contraints de passer leurs vacances annuelles en Corse. Avec leurs voisins envahissants et des situations cocasses, ce séjour ne sera pas de tout repos. Nous vous conseillons aussi Air, où l'équipe de Forrest Gump nous emmène dans un voyage dans le futur. Et enfin, À toute allure, où un homme et une femme se croisent brièvement lors d'une escale et leur romance naissante s'interrompt brusquement. Enfin, notez la sortie de Vaiana 2 le 27 novembre, la suite tant attendue du Disney de 2017. En voici un extrait. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. On va affronter des monstres déchaînés, des dieux en colère. Les caca. Faucon géant! Aucun sens de l'humour. Voilà, c'était un extrait. Et puis pour boucler cette émission, je vous ai réalisé un petit détour par Barcelone. C'est en Espagne d'ailleurs, j'espère que vous le savez quand même. Voici donc un reportage réalisé par Notre Actu.
Pour commencer ce périple à Barcelone, je vous emmène au Parc Güell, l'un des plus célèbres parcs d'Espagne. Il a été fondé par Antoni Gaudí entre 1900 et 1914. Il a été restauré entre 1984 et 1993 pour ressembler à cela. Et la petite anecdote, c'est qu'il devait de base y avoir un lotissement de 60 maisons. Et finalement, il n'y en a eu que 4 qui sont actuellement visibles sur le parc. Barcelone est la deuxième plus grande ville d'Espagne après Madrid, avec pas loin de 1,6 million d'habitants. À savoir que le port de Barcelone est le premier de la Méditerranée et que d'ailleurs cette ville contient beaucoup de monuments, avec notamment la statue à 50 mètres de haut de Christophe Colomb ou encore la tour Télécom qui représente un symbole olympique. À savoir que Barcelone a accueilli les Jeux Olympiques d'été de 1992. Puis Barcelone, c'est aussi la Boqueria qui est l'un des 10 plus gros marchés mondiaux. Vous pouvez y retrouver tout type de culture, bref, c'est le lieu qui vaut absolument le détour. Le saviez-vous que Barcelone a été fortifiée jusqu'en 1854 et que d'ailleurs tous les quartiers ont été construits sous forme de quadrillage, sauf le centre historique. Barcelone est donc connu pour différents monuments comme son port ou encore des tours utilisées pour la grande fête du 24 septembre, mais aussi par son club, le FC Barcelone. D'ailleurs, un nouveau stade est en construction en plein cœur de la ville et devrait ouvrir pour le printemps prochain. Bienvenue à la Sagrada Familia, le monument le plus visité d'Espagne avec près de 5 millions de visiteurs par an. Elle a été fondée à partir du 17 mars 1882 et s'élève à 172 mètres de hauteur. C'est un peu haut. Le fait de réaliser un projet aussi hors norme amène malheureusement certains malheurs, avec notamment l'incendie réalisé par des militants pendant la guerre civile vers les années 1930 en plein cœur de Barcelone, brûlant sur le passage tous les puzzles réalisés par Antoni Gaudí. Aujourd'hui, la Sagrada Familia est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui la protège, mais pendant un certain temps, elle a été appelée l'un des monuments les plus laids du monde par son architecture, parfois trop moderne. Depuis le début de sa construction, il y a 142 ans, la Sagrada Familia a été entièrement financée par des dons. Et oui, nous-mêmes, quand on paye notre entrée, qui est certes un peu cher, eh bien, on paye la suite des travaux et c'est pas fini. Voilà, c'est un reportage réalisé fin août. Maintenant, cette émission touche bientôt à sa fin. C'est avec grand plaisir que j'ai pu réaliser cette émission, que ce soit avec Étienne, Nathaël, Chloé, Margot et j'en passe. N'oubliez pas que sans vous, rien ne serait possible. L'histoire de cette émission ne fait que de commencer. De futurs grands projets arrivent en 2025. Mais avant tout, n'oubliez pas qu'il faut profiter de vos proches, de votre famille. Et croyez en vous, croyez en vos rêves. Très bonne soirée à vous tous. Exactement, en fait, Noah. Je veux remercier tout le monde, toutes les équipes. Tu viens de les citer, mais même ceux qui n'ont pas pu participer à cette émission, que ce soit sur les tournages ou même en plateau, ils se reconnaissent et on va quand même les remercier pour tout leur soutien qu'ils nous ont apporté. Je vais vous remercier, vous tous, vraiment, du fond du cœur, pour ce soutien tout au long de ce projet, que ce soit sur les réseaux sociaux, même en réel. Et au stade où on en est, on va quand même vous remercier parce que vous êtes restés jusqu'au bout de l'émission, en vue de la durée et en vue de l'heure. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner sur NetActu. À très bientôt. Thank you.